Deuxième partie un deuxième chapitre de votre carrière et de votre travail notamment, c'est que les années 80, vous avez quitté un peu le secteur pétrolier pour vous trouver en diplomatie et par la suite en politique. Est-ce que l'expérience de la Sonatrach vous a aidé, par exemple, dans vos premiers postes d'ambassadeur, par exemple? Bah, écoutez, de toute façon, d'une manière générale, la Sonatrach, moi, je la qualifie comme une aventure industrielle et patriotique extraordinaire. Donc, elle a formé des milliers d'ingénieurs, y compris des managers. Moi, je ne savais pas ce que c'était le pétrole. Je ne savais pas, parce que je suis ingénieur des ponts et chaussées. L'histoire, le hasard, a voulu que je finisse mes études en 62, et en 62, nous étions moins de 50 ingénieurs, et chacun est allé comme des militants, tel endroit. Donc, il est clair que cette aventure prodigieuse, moi, à l'étranger, si je suis dans un autobus en France, je ne suis pas connu en tant que chef du gouvernement, ancien chef des administrations. Je suis connu comme étant ancien président de Sonatrach. D'ailleurs, on a créé une société qui a eu un nom sur le plan international. Un nom. Et qui était capable de s'asseoir en face de sociétés homologues et négocier au meilleur profit de l'Algérie. Alors, quelle était votre question? Donc la question c'était, est-ce que cette expérience vous a servi, c'était une manière d'entrer en matière pour vos postes d'ambassadeur notamment? Alors, il y a une particularité à deux secteurs dans tous les pays. L'énergie et la sécurité. Ce sont des thèmes qui se projettent, qui sont en contact avec tous les autres secteurs. Les défis, les enjeux sur le pétrole sont non seulement techniques, économiques, financiers, mais diplomatiques et géopolitiques. Donc, le fait d'avoir travaillé dans ce secteur-là m'a impliqué, en tant que président de Sonatrach, dans des choses qui paraissent différer de l'énergie. Mais je suis obligé de reconnaître que ça a été pour moi une école, pour moi et pour les ingénieurs qui travaillent avec moi. J'ai appris le concept de démocratie grâce à l'énergie. Le concept de gouvernance, le concept de responsabilité politique, ce n'est pas des choses que j'ai apprises à l'école. J'ai appris sur le terrain. Donc, j'aurais pu, comme avec Racine ou les autres directeurs, me faire des millions en allant simplement comme ingénieur-manager dans une entreprise. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a une question de vocation. Moi, mes parents, comme ceux de ma génération, nous ont éduqués pour servir l'Algérie, servir l'État algérien. Alors, évidemment, je n'ai pas fait que donner dans toutes les négociations. Le Sahara, j'ai été impliqué aussi. Pourquoi j'ai été impliqué dans le Sahara? Sahara occidental? Hein? L'affaire du Sahara occidental ou... Rio de Oro, oui. Oh. Rio de Oro. Je ne savais pas que ça existait, moi. J'étais impliqué un jour qu'il y a l'affaire d'Amgala, où l'armée a reçu un coup, parce que l'armée était serrée par... C'est 75, je crois. 75. Il m'a appelé, tel qu'il m'a dit, je te donne l'ordre de mettre tous tes moyens à la disposition de l'armée. Je leur ai construit même des boulangeries. Et là, j'ai vu l'armée algérienne, ils dormaient dans des trucs où ils avaient des poux. Donc il était vraiment serré. On est passé à l'autre extrême maintenant. Donc, il n'y a pas une affaire où... Sonatrach n'était pas mêlée à ce moment-là. Donc elle était mêlée de tout. Mais les négociations, normalement, c'est les affaires étrangères des deux côtés. Non, c'était les affaires étrangères du côté français, c'était Sonatrach. Le dialogue international pour le nouvel ordre économique, 1974. Tous les documents ont été faits par Sonatrach. Tous les documents. À commencer par le discours du président Boumedienne aux Nations Unies. Alors, évidemment, c'est une expérience qui est enrichissante.
mais elle a été réussie en violant la loi, pour ainsi dire. Par exemple, les salaires. Si on s'était tenu au salaire que versait l'administration, jamais on n'aurait eu ce personnel qui est... Parce que nous avons dit, j'ai des ingénieurs ou des techniciens, à Hassim Saoud, ou à Janet, ou à Élysée, qui touchaient 3 fois plus que le président de l'exécutif Sonatrach. Donc vous aviez à la tête des cadres qui, par vocation, acceptaient de recevoir 2000 à 3000 dinars par mois, et tout le personnel. Et c'est pour ça que quand on dit que le personnel de Sonatrach était payé, avait des ponts d'or, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ce qui était recevait de l'argent, ce sont les techniciens qui acceptaient d'aller dans le Sud. Et ça, l'histoire du patriotisme, ça ne compte pas. On ne peut pas convaincre les gens d'aller travailler à Bazi Mokhtar, etc., sur la base des bonnes paroles. Du pas étant. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a fait, vous savez, il y a des centaines d'Algériens qui, quand ils ont commencé à faire la chasse aux sorcières, ont été recrutés au Moyen-Orient. Des centaines. Oh oui. Ils ont été formés. Avec des salaires 10 fois supérieurs à ceux qui touchaient à Sonatrach. 10 fois supérieurs. Moi, mon salaire était fixé par mon ministre de tutelle. Bled Abslam, j'ai le papier. 3200 dinars. Plus une voiture, la voiture de service, plus une femme de ménage. Signé par le ministre. Je crois que c'était le seul ministère où les présidents des sociétés étaient payés sur la base du... Donc revenons, si vous permettez, à la période où vous étiez ambassadeur et comment cela vous a servi. Bon, j'étais ambassadeur d'abord pour la première fois à Bruxelles. À Bruxelles, où j'ai été renvoyé du gouvernement. Il y a des milliers, des centaines de ministres qui ont été nommés et qui ont été dénommés. Il y en a un seul qui a été nommé et démis de ses fonctions. C'est un colonel Moujahid. Regardez le 14 octobre 1979. Ousali était ministre de l'hydraulique et démis de ses fonctions. C'était le seul. Parce que il y avait la vocation, il y avait aussi le fait de... Je ne suis jamais un ministre, n'est plus ministre, parce que son nom ne figure plus sur la liste. Je n'ai jamais quitté une fonction, uniquement, seulement par démission fracassante ou par coup de pied fracassant. Quand il y a eu le coup d'État en 1965, j'étais le seul ministre non politique. Mon poids politique était 0, 26 ans. J'étais plus jeune même que Bouteflika à l'époque. J'étais ministre des Affaires étrangères. Boumediene, il a fait le coup le 19 juin, samedi. Le dimanche, il a convoqué tout le gouvernement, tous, pour dire, vous travaillez avec moi comme vous travaillez avec Ben Bella. Tous. Parce que l'idée qu'il voulait circuler, ce n'était pas un coup d'État contre une politique, c'était un coup d'État contre le pouvoir personnel. Et donc, il tenait absolument à ce que tout le gouvernement soit, sauf Ser Nakash, le pauvre. Il était très proche de Ben Bella. Mohamed Ser Nakash. Mohamed Ser Nakash. Qui était ministre de la Santé, je crois. Ministre de la Santé, oui. Ministre de la Santé et autre chose. Parce que, bref, c'était le médecin qui vous soignait gratuitement. Pour dire que son dévouement est, entre nous, Ben Bella était d'une ingratitude extraordinaire. Bon, bref, tout le monde se présente, sauf moi. Et il m'envoie Abchiche, qui était un ami de la période d'étudiant. قال لي سي بومدين نقول لك روح قلت له روح علاش قال لي gouvernement قلت له le gouvernement ça n'existe plus. Bref, ça a choqué Boumediene. Il m'a appelé le lendemain, c'était un lundi. Et il me parle en français. Il me dit, pourquoi tu n'es pas venu au gouvernement? Ben Bella était mon ami avant d'être ton ami. Mais je lui ai dit, Ben Bella n'est pas mon ami, il y a 25 ans de différence d'âge. Seulement, Boumediene, Ben Bella, c'est lui qui m'a nommé. Vous l'enlevez pour des raisons que j'ignore, et c'est vrai. Le moindre de décence. Je crois que s'il n'y avait pas un intervenant auprès des proches de Boumediene, et je parle de Midghali, on était camarades de lycée, il m'aurait saqué. Parce que comme un petit merdeux,
il vient ici. Il tient tête. Et c'est à la suite de ça qu'il a insisté. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, va te reposer, et quand tu viendras, tu prends le poste que tu veux. J'ai dit non, le poste que vous voulez, vous, partout, sauf au gouvernement. C'était une chance pour moi de découvrir la réalité de la vanité du poste ministériel. Ce n'est pas vrai pour l'Algérie. Partout dans le monde, il y a ce mystérieux attrait de la fonction ministérielle. Moi, j'ai eu la chance de savoir la réalité, et c'est pour ça que je n'ai pas passé ma vie à... Et ça ne vous a pas empêché de devenir ministre par la suite dans les années 80 aussi? Oui, par devoir. Par devoir. En 80, j'ai démissionné. En 79. Chadli a refusé ma démission. Il a refusé ma démission. Parce que j'avais écrit une lettre à tous les membres du comité central pour dire un tel, mon successeur, a menti. Un texte de 100 pages. Je peux vous en donner la copie. 100 pages. Il y a un groupe qui est allé lui dire, il défie ton autorité. Puisqu'il écrit au comité central, quand tu es secrétaire général. Bref, il a changé d'avis 15 jours après, et il m'a démis de mes fonctions. Bon, je suis allé, et c'est là qu'on m'a envoyé comme ambassadeur en Belgique. C'était intéressant pour moi, parce que c'était ambassadeur en Belgique, au Luxembourg, et auprès de l'Union européenne. Et comme j'avais des... Commission européenne à l'époque. La commission... Non. Commission économique européenne. CE. C'était les CE, d'ailleurs, c'est pas la CE, c'était les CE. Il y avait Chesson, qui était un ami, je connais bien, il était vice-président de la commission, chargé de tout le bassin méditerranéen. Et donc, j'ai pu être utile pendant cette période-là. Et en même temps, j'ai tissé des liens avec le roi Baudouin. Je peux dire l'Aïrhamou, et la mienne l'Aïrhamah, et sa femme, Fabiola. Alors, donc cette période, c'est la période la plus longue où j'étais, c'est 4 ans et demi. Et je suis venu manu militari, après les événements d'octobre, comme ministre des Finances. Et dans une situation un peu boiteuse parce que Merbah était convaincu que j'étais une taupe. Que j'étais une taupe de chez lui. Bref, il a appris plus tard que le seul qui l'a défendu, c'était moi, quand il a démissionné. Quand il était chef de gouvernement à l'époque. Chef du gouvernement, c'était le premier chef du gouvernement qui n'était pas président. On a convaincu chez lui, soi-disant comme une mesure démocratique, le chef du gouvernement est loyal vis-à-vis de l'Assemblée nationale et pas vis-à-vis du chef de l'État. Donc l'acte de limogeage de Basbah était illégal. Il fallait qu'il pose la question de confiance, que l'Assemblée nationale lui refuse la confiance. Mais c'est lui qui l'a nommé, non? C'est lui qui l'a nommé. Ça, il n'y a pas de problème. Le chef de l'État nomme le chef du gouvernement. Sauf que cette fois-ci, le chef du gouvernement, ce n'était pas le chef de l'État. Du temps de Boumediene, c'était le premier des ministres. Parce que Boumediene, ce n'était pas la séparation des pouvoirs, la séparation des fonctions. Il n'y avait pas le pouvoir législatif, il y avait la fonction législative. Il n'y avait pas le pouvoir, comment on appelle ça? Pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire. Il y avait la fonction judiciaire. D'ailleurs, c'est lui qui a nommé les juges. C'est lui qui a nommé les juges. Et le ministre n'était que le premier des ministres. C'est quand il y a eu les événements d'octobre, il y a eu le changement de la Constitution et a déplacé le poste, pour la première fois, le chef du gouvernement, au niveau, non point du chef de l'État, mais au niveau de l'Assemblée nationale. Merbah est resté 9 mois. Ils l'ont dégommé parce qu'ils ont fait une opération, ils ont fait croire à Chadli que c'était une mesure démocratique. En fait, c'était pour l'utiliser comme fusible. Quand tu fais des conneries, toi, c'est comme Georges Clemenceau. Il a nommé un directeur de cabinet qui était horrible. Pourquoi tu le nommes? Parce que quand je pète, c'est lui qui sent mauvais. C'est ça la fonction. La fonction de... Alors, j'ai Bouteflika. C'est pas Zerouel, il n'a pas touché. Zerouel n'a jamais voulu être président. Il est allé par discipline militaire. Et j'ai Bouteflika, quelques mots. Bon,
Il venait de nommer, comment il s'appelle Ismaël Hamdani. Non, non, Saïd Hamdani, c'est Zerouel qui l'a nommé. Oh, Comme, lui, comme Premier ministre, c'était Ben Bitour, ouais. c'était Ben Bitour. Il a nommé Ben Bitour. Le lendemain, dans une interview à France Inter, il lui a dit c'est moi le vrai chef du gouvernement. C'est pour ça que Il n'a celui pas qu'on tardé vient de là. nommer, il dit j'ai même pas pu me nommer ministre. Et il le savait. Pourquoi il le dit 9 mois après? Bref. Et vous le saviez en 91 quand vous avez été nommé chef du gouvernement? À moi, j'étais appelé directement, bien sûr. Mais c'est pas Chadli qui m'a nommé. Qui alors? Ce sont les militaires. C'est le militaire. Bon, c'est lui. J'étais en mission à Abidjan pour représenter Chadli. L'organisation l'OUA, l'Union africaine. Mais c'est lui qui m'a appelé. Et c'est quand j'ai accepté qu'il m'a dit bon, je te passe le président. Qui vous a appelé? Khaled Nzar, Allah yarhamou. Khaled Nzar, le Qui directeur. était ministre de la Défense à l'époque, non? Il était ministre. Hein? Il était Non. ministre de la Défense. Oui, oui. C'était ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense quand moi j'étais ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est ça. Mais pas tout le temps. J'étais ministre de... Pardon, avant d'arriver à ça, j'ai toujours été curieux de savoir, vous étiez ministre des Affaires étrangères, pas très longtemps, je crois, 2 ans. 2 ans. Est-ce que l'influence supposée de l'Algérie est vraie ou c'était un mythe? Ni l'un ni l'autre. C'était à l'époque, c'était un peu compliqué dans le pays. À l'époque, évidemment, d'une manière générale, que ce soit moi ou un autre, etc., l'Algérie, il ne faut pas se mentir à soi-même. Vous avez le poids que vous avez sur le plan économique. L'Algérie, je vais vous dire, ce qui caractérisait l'Algérie, c'est l'exemple des relations avec les États-Unis d'Amérique. Quand il y a eu 67, la guerre des 6 jours, les pays arabes, y compris l'Arabie saoudite, à l'exception de l'Irak, vous allez être étonnés, ont voté l'embargo contre les États-Unis d'Amérique. Il a rupture des relations diplomatiques. Le seul pays qui l'a appliqué, qui l'a refusé, c'était Saddam Hussein, parce que lui, il cherchait à prendre la place de l'Arabie saoudite, ou l'Irak. L'Algérie a rompu les relations diplomatiques. En 1967, le rang des États-Unis dans nos relations commerciales était numéro 16e. 10 ans après une période de rupture des relations diplomatiques, ils sont devenus 3e. Et quand Kissinger, le ministre des Affaires étrangères américain, allait faire ses balades, la politique du Moyen-Orient, il passait toujours par l'Algérie. Et il disait, je veux avoir la vie, pour moi c'est important, la vie du président Boumediene. Ce qui fait que l'Algérie, c'est elle qui a fait convoquer en 1974 L'Assemblée générale. l'Assemblée générale exceptionnelle pour le nouvel ordre économique international. Donc l'Algérie était en plein développement. C'était ce qu'on appelait la Mecque du mouvement de... Donc elle avait un poids qu'elle retirait d'abord de sa lutte de libération nationale. En parenthèse, quand Saddam Hussein, que j'essayais de convaincre de sortir du Koweït, et pour lui dire qu'il allait se voir d'un coup, il dit, mais vous avez bien battu les Français. Les Français. Donc, quand l'Algérie a été colonisée, la France était la première puissance mondiale militaire. Elle ne peut pas vaincre. Des maquisards ne peuvent pas vaincre. Nous n'avons pas gagné militairement. Nous avons gagné politiquement. Nous avons battu la France politiquement parce que la cause était noble. On avait un système de diplomates à l'époque qui n'a jamais atteint son niveau, qui a fait que l'entièreté de la planète soutenait l'Algérie. Et puis, la résistance du peuple algérien. Mais écoutez, militairement, la puissance que vous allez défier, moi je ne suis pas un expert militaire, vous l'êtes. En 1942, quand les Américains, nous étions en 1991, ont décidé de rentrer dans la guerre mondiale contre les Allemands et les Japonais, ils se sont mis du jour au lendemain à fabriquer 60 000 avions militaires par an. Donc vous, moi j'ai vu à Bagdad, l'aéroport de Bagdad, il y avait 7 Ilyushin qui étaient par terre. Écoutez, Malèche, que l'Union n'a pas de pièce de ressources. Comment voulez-vous, Monsieur le Président, faire face La première puissance mondiale. La puissance mondiale historique, pas seulement de l'époque,
Et puis 50 ans avant. Maintenant, ils fabriquent des fantômes. Comment voulez-vous faire face à une... Quel incident fait le D'ailleurs, l'armée irakienne a disparu bien sûr. En quelques heures. Pour une deuxième raison, on y reviendra aussi, parce que le peuple n'était pas avec Saddam Hussein. Si le peuple avait montré qu'il protégeait Saddam Hussein, jamais les Américains n'auraient fait ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils sont entrés avec une facilité qui avait choqué beaucoup de gens à l'époque. Il n'y avait pas de résistance. Seulement l'aveuglement et le faux nationalisme des Arabes et des Ba'athistes, qui étaient les vrais assimilationnistes. Parce que moi, je me rappelle très bien, Abdeslam, quand il était chef du gouvernement, il traitait le RCD de assimilationniste. De berbéro-assimilationniste. Non, oui. Oui, c'est ça. Berbéro-assimilationniste. Je dis, écoute, d'abord c'est un mot difficile à prononcer. Et deuxièmement, s'il faut l'appliquer, il faut l'appliquer aux baptistes. Les baptistes qui ne vous reconnaissent pas comme Algériens. Ils disent jamais les Algériens, ils disent nos frères arabes en Algérie, nos frères arabes au Maroc, nos frères arabes. Ça, c'est les Algériens. C'est le chauvinisme arabe qui a créé le berbérisme dans le mauvais sens du terme. Comme opposition. Et oui, vous voulez effacer mon identité, et moi vous effacez la vôtre. Alors, le temps avance. Je voudrais savoir quels étaient, avant d'arriver à l'arrêt du processus électoral, quelles étaient vos marges de manœuvre lorsque vous étiez chef du gouvernement? Alors, moi j'étais, n'oubliez pas, mes relations avec le système, c'était vraiment parce que Merbeh, moi j'étais ambassadeur à Bruxelles, Merbeh m'appelle, m'a dit voilà, je te propose d'être mon ministre, etc. Non, ça ne m'intéresse pas. Il a réfléchi, aussitôt réfléchi. Il me rappelle, il dit écoute, il faut que tu me donnes une réponse. Tu es sur une liste de 3 personnes, tu es le premier de liste, Hakiki, Benachenhouz, va au deuxième. Et c'est pas après ça que Belkhir m'appelle, m'a dit le président veut te parler. Il dit etc. Je demande pour servir le pays de rentrer. Donc, mais ça a créé des relations avec Merbeh, d'abord de culture. Lui, c'était le chef des services. Donc, le chef des services secrets. La première chose, c'est de se méfier. Moi, j'étais le chef d'entreprise. Je fais confiance, mais je vérifie. Donc, on n'était pas... Mais c'est après, quand on a appris à travailler ensemble, surtout quand il est parti, que... Bon. Alors, c'est là que je suis rentré dans l'intérieur du pouvoir. Moi, je connaissais l'armée des ingénieurs. Je travaillais sur des essences, etc. Mais c'est après que j'ai vu l'armée politique. Et l'armée politique, ça vous apprend des choses que vous ne connaissiez pas. Vous pensez que Khaled Nazar était un faiseur de roi. C'est faux. C'est faux. C'était un militant, un défenseur de la République, un défenseur de l'armée, mais jamais un faiseur de roi. Mais quelles étaient vos marges de manœuvre? J'insiste parce que on s'est toujours dit que les politiques c'est des marionnettes. Est-ce que vous avez ce sentiment ou c'est pas vrai? J'ai été un cas exceptionnel parce que j'ai jamais demandé à être ministre ni à être Premier ministre. Donc, Galek Sah, parce que j'ai discuté avec eux, Gali, bon, accepte pendant 6 mois et tu t'en vas. Tu promets les élections pour la fin de l'année et tu deviens le chef du gouvernement, le chef de l'État. Il dit, chef de l'État, mais bon, 6 mois, d'accord, j'accepte. Je me suis aperçu plus tard qu'en fait j'étais manipulé. Moi, bon, l'Algérie était en pleine insurrection, ils avaient un homme qui était crédible, on va s'en servir et puis ensemble. Donc l'arrêt du processus électoral, est-ce que vous avez été consulté ou est-ce qu'ils l'ont fait et vous l'avez annoncé? Non, tout le gouvernement, ma première réaction, c'est il faut que le processus reprenne. Déclaration de Mitterrand. J'ai dit, on m'a posé la question, j'ai dit inacceptable, c'est chef du gouvernement. Deuxièmement, j'ai dit c'est pas un vote
c'est un vomissement. Le peuple, le vote du peuple algérien, j'ai dit la télévision, est un cri de protestation envers ceux qui sont responsables de cette situation actuelle. Chadli, qui était vraiment... Il croyait que je me plaignais en tant que chef du gouvernement. Non, ils ne veulent pas mon départ, ils veulent votre départ, le chef de l'État. Bon, j'ai réuni le Conseil des ministres, il était à l'unanimité, j'ai réuni les militaires, j'ai dit, supposons qu'on accepte, parce que Chadli s'était engagé vis-à-vis eux, si vous gagnez, je vous laisse le gouvernement, le fils. Donc, supposons qu'on fait ce que demande le chef de l'État. Vous allez tenir combien de temps? Parce que j'avais l'expérience iranienne, que les Iraniens n'ont pas tenu, le gouvernement iranien n'a pas tenu une semaine. On peut tenir 6 mois, pas plus. Donc, par conséquent, pas de deuxième tour. Parce que nous avions le choix. Le chef du gouvernement aurait pu dire, moi, je me suis engagé à faire des élections honnêtes, etc. Je ne peux pas. Donc 30 ans après, vous ne regrettez pas d'avoir arrêté le processus électoral? Alors la question m'a déjà été posée. Non, c'est ce que je regrette. C'est qu'on n'est pas tenu. Parce que non, on n'est pas tenu. On n'a pas tiré la leçon. Pourquoi le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Pardon, est-ce que, comme beaucoup le disent aujourd'hui, le terrorisme a commencé avec l'arrêt du processus électoral ou bien avant? Voilà. Le terrorisme bien avant. Et deuxièmement, même Aït Ahmed, qui a été joué, comme il a dit. Aït Ahmed, lui, il savait que c'était pas bon d'accepter le fils. Mais comme il savait que le gouvernement et l'armée n'accepteraient jamais, il a joué le démocrate. Nous, si nous avions fait un calcul politique, quel était le calcul le plus rentable? On s'est engagé, il y aura le deuxième tour. Nous serions morts, mais sur le champ d'honneur de la démocratie. On a choisi non. Vous allez voir comment ça répond à votre question là. Il n'y a pas pire, on avait frappé par l'expérience, il n'y a pas pire qu'un gouvernement islamiste. Il fermera le jeu démocratique si... Puis vous posez la question, est-ce que vous avez... Ça, c'est une erreur que nous avons commise. En disant qu'il n'y a pas pire qu'un régime islamiste. S'il y a pire, c'est le gouvernement actuel. Ça n'aura pas plus. C'est le système actuel, il y a pire. C'est-à-dire vous pensez que le système d'après Bouteflika est pire que... Absolument. Et même celui de Bouteflika est pire. Non, je veux dire, de Bouteflika pour remonter, quoi. Oui. Et c'est pire. C'est pire. Pourquoi? Le résultat est là. Est-ce que vous connaissez la situation actuelle? Vous la connaissez ou pas? Bien sûr. Sur la vie, tous les jours. Non, je crois que vous ne la connaissez pas. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais en tout cas, la situation actuelle, c'est que Moi, je ne vais pas vous bombarder de chiffres. Depuis que l'homme est homme, il n'a pu prospérer que par la richesse que crée l'homme. C'est ça la richesse inépuisable. Or, quelle est la situation actuelle? Pas besoin de vous sur le plan économique, politique ou vous... Sur le plan économique, sont déduirez de vous-même. 99% de nos recettes à l'étranger, c'est des hydrocarbures. C'est le patron, c'est le pétrole. Toujours. 75% des recettes de l'État, c'est le pétrole. L'Algérie, la France, l'Allemagne, Rome, l'Espagne produisent des dizaines de milliers de produits, des dizaines de milliers de produits. Nous ne produisons pas des dizaines de milliers de produits, depuis le fromage jusqu'à rien. Ni des milliers, ni des centaines. Peut-être quelques produits. Donc, première conclusion, que n'importe quel citoyen peut comprendre. Nous vivons, notre société vit avec une richesse qu'elle n'a pas créée. Et ça, c'est une situation d'insécurité épouvantable sur le plan économique. Et qui dit insécurité sur le plan économique, dit insécurité tout court.
Après 99, bon, l'arrivée de Bouteflika, vous êtes inscrit carrément et très clairement dans l'opposition. Vous avez créé un parti qui n'a jamais été agréé. Vous avez tenté d'être candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est une période que vous regrettez ou pas? Pas du tout. J'ai essayé. C'est écrit, il y a les écrits. L'interview que j'ai donnée pour déclarer, la première fois, contrairement à ce que laisse entendre Hamrouche et compagnie, que j'ai voulu être président, ce n'est pas quand j'étais chef du gouvernement. C'est en 99. C'est la première fois que m'est venue l'idée d'être candidat. Votre candidature n'était pas acceptée. Elle a été violée complètement. Mais c'est écrit dans le journal Boulisé, Al-Watan et El Khabar. J'ai dit, mais c'est pas sûr que vous allez être accepté comme candidat. Et vous verrez pourquoi. J'étais sûr même du contraire. Et ma conclusion dans l'interview était, bien sûr, le meilleur moyen d'agir, d'influer sur le cours des choses, c'est d'être à la décision, d'être président. Mais ce n'est pas la seule manière de servir l'Algérie. Donc, si on ne me laisse pas, je propose de contacter des Algériens de tous les bords et nous allons faire un projet pour l'Algérie. En général, on fait un projet et puis on accède au pouvoir après. En général. C'est chez nous, on accède au pouvoir et après, on peut faire un projet. Nous allons bâtir un projet avec les Algériens. Et c'est là qu'est née l'idée du parti. J'ai essayé, on a essayé dans les règles de l'art, avec un programme, etc. Mais votre dossier n'a jamais été... Notre dossier a été accepté par la loi. Pas par l'administration. L'article 22 qu'ils ont supprimé en 2012, uniquement pour m'empêcher à moi, c'est que la loi disait, vous déposez le dossier, 2 mois après, si le gouvernement ne répond ni oui ni non, il est agréé. Nous étions agréés. Mais quand on a été agréé, par la loi, on est allé pour ouvrir un compte à quelqu'un, il nous faut un papier. Mais l'article 22, moi je suis un simple fonctionnaire, apportez-moi un papier. Ça, c'est pas ma propriété, c'est la propriété. J'habite chez Nsabi. Parce que mon appartement a été transformé, il est en Aïr Moradia, transformé en siège du parti. Pourquoi? Parce que même un privé, si vous allez louer quelque chose pour le parti, il a les instructions verbales de ne pas accepter, de demander l'agrément. Une réunion. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un parti qui n'a ni compte, ni la possibilité de recruter, ni la possibilité d'avoir un siège? C'est un parti mort. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché, tous les ans, de rappeler jusqu'à maintenant qu'il y a eu une violation de la loi. Donc, et ça, c'est même, on en parlera peut-être plus tard, à dire pourquoi ce gouvernement, ces institutions, nous ont amenés au bord de la faillite. On est au bord de la faillite. On a dépassé les temps. Je voulais juste vous demander si vous comprenez les gens qui vous reprochent de ne pas vous réveiller trop tôt, sous Boundine plutôt, sous Chadli, pour être dans l'opposition et que vous avez découvert l'opposition, pas seulement vous, beaucoup d'autres anciens responsables, après votre départ des affaires. Mais je vous ai répondu à cette question-là. Je fais partie d'une génération qui a été éduquée familialement, politiquement, pour servir. Sans poser trop de questions. J'ai 26 ans. Je viens de sortir de la Fédération de France, de l'école des ponts et chaussées. Moi comme les autres. On nous demande de servir à des postes élevés. Le faire ou pas le faire. Deuxièmement, et j'ai dit qu'on a commis une erreur de croire qu'on allait réussir. J'ai le fait. C'est pas que vous feriez trop tard. Pour nous, le service, quand j'étais à la Sonatrach, j'ai reçu un jour mon ancien professeur de physique, Allen, il est mort là, Tlemcen. Il dit, je te reproche d'être responsable de la survie du régime oumidien. Pourquoi? Parce que tu lui prends l'argent, tu lui donnes l'argent pour persister. J'ai dit, moi, mon rôle, c'est de produire, développer le secteur du pétrole. Ce qu'on fait de cet argent-là, c'est pas mon affaire. Mais si on tient ce raisonnement,
toi aussi tu es responsable. Tu as formé des cadres qui servent le régime. Donc tu sers le régime de Moumouni. Vous réveillez, donc, mais si elle dit, vous réveillez, ça c'est malhonnête. Vous vous réveillez maintenant. Non. On a servi, on a eu tort. Maintenant, je vais plus loin. Si, au lieu d'accepter d'être président de son attaque, j'avais demandé d'être ministre, est-ce que les choses auraient changé? Pas du tout. Pas du tout. Donc, en 2 mots, est-ce que... Donc c'est moi qui... Je l'ai écrit il y a 5 ans. J'ai dit, je passe mon temps à critiquer, j'en ai assez de critiquer, ça ne sert à rien. Deuxièmement, il y a l'autocritique. Le tort que j'ai eu, qu'on ne m'a jamais reproché. On m'a reproché des tas de choses qui sont irréprochables. On ne m'a pas reproché une seule chose, alors que les aurais pu faire. Tu n'as pas été, ou tu n'as pas voulu, ou tu n'as pas pu prendre le pouvoir. Ça oui, ça vous pouvez me le dire. Ma faute c'est celle-là. C'est pas de me réveiller comme ça brusquement. Ma faute, c'est de m'être trompé sur le pouvoir ne se donne jamais. Il se prend. Est-ce que vous avez encore, c'est ma dernière question, espoir que ce système va changer un jour? Tel qu'il se présente actuellement, après le Hirak, mais après bien ce qu'on a sûr, vécu. il changera un jour. Mais quel jour? Et donc à quel prix? Il changera un jour. Une nation ne meurt jamais. On parle de la division. On parle de la division des Algériens. Et on laisse entendre que ça peut provenir de la Kabylie. La Kabylie a toujours été le bastion du nationalisme. S'il y a une menace de division, ne viendra jamais de la Kabylie. Il viendra du Sud. C'est nous qui avons conduit le peuple du Sud à dire le pétrole est chez nous et les bénéfices vont au nord. Donc, un jour ou l'autre, ça finira dans le chaos. Un jour ou l'autre. C'est pessimiste ce que vous dites là. C'est pas, il faut qu'on fasse confondre. Ça me rappelle l'histoire du pessimiste et de l'optimiste. Ce sont 2 amis qui sont dans la dèche, ils n'ont même pas de quoi manger, etc. Et à un moment donné, l'optimiste, il dit, si ça continue comme ça, on va manger de la hachek. Qu'est-ce qu'il dit le pessimiste? Oui, mais est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Vous voyez, je veux dire, même la merde, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, c'est-à-dire qu'on va dans le mur. On est dans le mur. Parce qu'il y a un refus. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais dit, rassemblez-vous autour de l'armée. J'ai dit, l'armée est la seule force organisée du pays. Prenez-le quand vous voulez. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, c'est la seule force organisée du pays. Même si on s'engage, ce qui est une hypothèse très optimiste, dans un processus démocratique, ce processus doit être protégé. Seules les institutions peuvent le protéger. À condition qu'il y ait l'aller-retour. Il faut que le peuple protège, que les institutions protègent le peuple, et le peuple protège les institutions. Ça, si on arrive à cette situation-là, personne ne peut rien contre nous. Personne ne peut rien contre nous. Alors ça a été traduit par Ghazali en appel le peuple à se rassembler autour de l'armée. C'est beaucoup moins simple que ça. C'est pas la même chose que de dire le moment de l'union sacrée est arrivé. Laissons de côté ces histoires de démocratie, etc. La démocratie, c'est un processus. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il faut la protéger. Il faut un compromis. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est une négociation permanente entre le peuple, la société et le pouvoir. Je dis, il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Or, le peuple a perdu confiance totalement dans les gouvernements. Et les institutions ont perdu la confiance du peuple. Comme dit Bertolt Brecht, le peuple... Ça ne peut que mener vers l'impasse. Le peuple a perdu la confiance du gouvernement. Il faut changer de peuple. Non, on ne peut pas. Eh ben, merci beaucoup. On a dépassé largement le temps qu'on devait faire pour cette émission. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir une autre fois. Et le temps passe. On a mis 2 heures. Presque 2 heures. Et merci beaucoup. Inch'Allah. Et moi, je salue vos téléspectateurs et vos auditeurs. Merci. Et les remercie pour m'avoir écouté avec patience. Merci. Je vous retrouverai avec plaisir dans une autre émission et je remercie Fouad qui m'a accompagné à la régie technique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.